c'est génial. Bien, merci d'avoir pensé aussi à organiser ici à Dijon et à l'intérieur du Credespo un colloque sur la question, alors d'abord africaine et ensuite néo-constitutionnalisme. Je trouve moi qu'il serait très intéressant qu'on discute aussi de cette notion de néo-constitutionnalisme, car finalement, je ne sais pas si on s'accorde sur sa définition. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'il y a de différent par rapport au constitutionnalisme classique? Et qu'est-ce que ça veut dire le constitutionnalisme classique? Alors, à l'égard de cette petite interrogation préliminaire, je vais essayer de vous entretenir très rapidement de l'écriture de la Constitution sud-africaine, qui a été un processus relativement long, qui couvre les années 90 jusqu'aux années 96. Pour moi, c'est la séquence constitutionnelle. Et je vais essayer d'interroger cette notion de néo-constitutionnalisme. Donc je voudrais vous en donner deux définitions, parce qu'il me semble qu'il y a deux définitions. Dans le programme qui accompagnait un petit peu l'ensemble de cette réflexion, il y avait, je crois, un intitulé qui était l'ambivalence du terme, néo-constitutionnalisme. Et je pense qu'effectivement, c'est un terme qui peut être ambivalent. Mais si on s'accorde assez facilement pour reconnaître ce qu'est le constitutionnalisme ou le néo-constitutionnalisme autour de deux éléments, qu'est-ce qu'est l'ambivalence alors, la définition de base que j'ai repérée dans plusieurs ouvrages et dans un certain nombre de documents, je vous la cite très rapidement, ces deux éléments, un processus constituant qui permet de donner le maximum de moyens pour que la participation des citoyens soit la plus grande, sous toutes ses formes possibles, aussi bien donc dans la rédaction que éventuellement dans la modification du texte, ce qui lui assurerait en retour la légitimité. Et puis, deuxième élément joint, le contenu des constitutions qui relève des grandes, je dirais, des grandes théories classiques du droit constitutionnel, séparation des pouvoirs, constitution normes supérieures, indépendance de la justice, déclaration des droits et, bien évidemment, cour constitutionnelle avec l'œuvre qu'elle peut être amenée à déployer. Donc deux objectifs sont poursuivis par cette définition, le respect de la règle de droit comme un moyen, un rempart contre l'abus du pouvoir, et dans le cas de l'Afrique du Sud, on verra qu'effectivement cela peut s'appliquer, et puis deuxième objectif, le perfectionnement et le renforcement de l'état de droit. Et mon collègue à l'instant disait que le constitutionnalisme, c'est la culture de la tolérance. Et en effet, c'est de cela dont il s'agit ici. Faire en sorte que cette culture constitutionnelle soit en capacité de se diffuser à l'ensemble du pays, bien évidemment les élites, mais aussi les citoyens, car c'est quand même à leur regard que le texte constitutionnel doit produire des effets. Ça, c'est pour la définition que je baptiserais de classique, de répandu, sur laquelle je crois on peut s'accorder, mais sur laquelle il serait peut-être aussi question de discuter. C'était sans doute l'objet de ces discussions. Il y a une autre définition qu'on peut repérer dans des ouvrages et dans des écrits, notamment de Canadiens et d'Américains, d'auteurs canadiens et américains, qui définissent, et je vous cite la définition que j'ai trouvée, que je trouve assez intéressante, le néoconstitutionnalisme se définirait comme une dimension macro-politique par laquelle le libéralisme transnational redéfinirait les conditions juridiques nationales de sorte à produire un modèle unique de développement. La structure du pouvoir capital requiert en effet des mécanismes légaux spécifiques pour que chaque État soit en mesure de sécuriser les ressources dont on parle à l'instant, dont le capital a besoin. Ce qui reviendrait ici à dire dans cette deuxième définition, qu'on utilise beaucoup moins, qu'en fait on veut faire entrer la société dans un cadre constitutionnel, lequel permettrait d'éloigner l'économique du politique, donc quelque part les citoyens, dans les conditions qui leur sont faites, quelle que soit l'épaisseur historique de chacun des États, à l'égard du politique qui serait réservé à une élite, à une certaine catégorie. Et c'est peut-être là qu'on peut essayer de discuter du cas sud-africain. L'Afrique du Sud, vous le savez, je ne vais pas revenir sur l'histoire, l'Afrique du Sud a connu une longue période de colonisation, d'apartheid pendant plus de 50 ans, et le cas sud-africain est un petit peu différent de ceux que l'on a vus jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à l'instant, car il ne s'agit pas d'une révolution, moi je préférerais dire une révolution, avec un F à la place du V, pour révolution, transfert du pouvoir à la majorité et aux citoyens. Ça c'est acté autour de One Man, One Vote et de la citoyenneté reconnue à tous les Sud-Africains, noirs, blancs, métis, indiens. Et réforme structurelle relative dans la mesure où la dimension justement économique, la structure de la dimension sociale et économique, les structures n'ont pas du tout été modifiées
par les évolutions constitutionnelles en question en Afrique du Sud. Et c'est un hiatus sur lequel il convient, à mon avis, de s'interroger, car là aussi, de tout ce que l'on a pu être amené à dire jusqu'à maintenant, il me semble que la question économique, on en a parlé juste à l'instant, et hier matin, avec l'intervention d'Ali Benchenem, on en a parlé, mais finalement on l'a un petit peu évacué. Car comme si le constitutionnalisme ne concerne que des règles de droit, je crois qu'il concerne aussi la dimension sociale et économique des citoyens auxquels on se réfère, et les pays en question. Et dans le cas de l'Afrique du Sud, on est en face de cette perspective où il y a un cadre constitutionnel qui va être mis en place relativement progressiste, autant que je me souvienne, la Constitution de 96 était baptisée à l'époque la Constitution la plus progressiste du monde, mais en même temps, la transformation socio-économique, la transformation des structures, c'est-à-dire de permettre à ceux qui ont été défavorisés par l'apartheid de pouvoir bénéficier de ce qu'on appelle en Afrique du Sud les dividendes de la démocratie, eh bien ces dividendes sont restés quand même dans les mains des possédants, qu'ils soient blancs ou de plus en plus noirs maintenant, puisqu'il y a quand même eu un effet de cooptation de la middle class par toute une série de redistributions, mais à la différence de la redistribution économique qui pense que tout va ruisseler, arriver à un moment pour atteindre les classes les plus défavorisées, on a l'impression que ce ruissellement s'est quand même interrompu, une sorte de barrage qui constitue la classe moyenne en l'occurrence. Le deuxième point qui me permet d'introduire tout ce que j'ai à dire par la suite, c'est qu'est-ce que veut dire écrire une constitution? Alors on en a déjà un petit peu discuté dans les 2 jours qui viennent de s'écouler. Bon, je ne vais pas faire quelque chose de très novateur. Écrire la constitution renvoie à 3 ordres d'idées. Qui écrit la constitution? Qui est à l'initiative et comment les acteurs, et là c'est le regard un petit peu du politiste qui reprend le pas, quels sont les acteurs qui ont été mobilisés pour et quelles sont leurs stratégies. Deuxièmement, comment on rédige la Constitution, c'est-à-dire quelles sont les procédures qui ont été mises en place, et l'Afrique du Sud est de ce point de vue-là particulièrement singulière et spécifique, car il y a un processus en 2 temps, sur lesquels je vais revenir dans un instant. Et puis, troisième élément, quel résultat, c'est-à-dire quel contenu à la Constitution. Bon, je ne sais pas si j'aurai le temps d'aborder ce troisième-là, mais j'aimerais quand même avoir quelques minutes pour pouvoir le faire. Je dis ça tout simplement à l'intention du président. Voilà, vous aurez compris donc que mon propos va s'organiser autour de 3 temps. L'acteur, les acteurs et les étapes de ce que j'appellerais le processus constituant, qui est un processus qui s'étale donc de 1990 à 96. Un deuxième temps où je discuterai de ce que je pourrais appeler les spécificités du processus constituant sud-africain, autour de 2 ordres là aussi, les éléments qui permettent de faire participer le peuple, parce que le peuple sud-africain va participer grandement, et à ma connaissance, peut-être avec le Brésil en 1988, c'est la participation populaire la plus importante qui ait jamais été enregistrée, sans doute que l'on pourra en discuter, mais en même temps des contraintes, je vais en discuter dans un instant, et puis les résultats autour de quelques remarques pour justement rebondir sur la deuxième définition du néo-constitutionnalisme, où je parlerai peut-être de l'ombre portée de l'apartheid sur le contenu de la Constitution, derrière les différentes dispositions qui en effet relèvent de l'état de droit et de tout ce qui nous paraît être le constitutionnalisme ou le néo-constitutionnalisme, peut se cacher un petit peu, on le sait bien, le diable se cache dans les détails, justement, c'est peut-être dans ces détails qu'il faudra un petit peu réfléchir, et malheureusement, je pense que la situation qui est faite à ce pays depuis une vingtaine d'années en termes d'évolution, de transformation socio-économique, plaide dans ce sens. Tout d'abord, acteurs et étapes de la Constitution sud-africaine. Ce n'est pas un retour en arrière très long, mais vous le savez, l'apartheid a duré de 48 à 1990, libération de Nelson Mandela, le prisonnier que vous connaissez tous, par le gouvernement de l'époque, le Parti national. Alors je vais utiliser un peu des acronymes, un Parti national c'est le gouvernement blanc de l'époque, ANC c'est le Congrès national africain, ce sont les 2 protagonistes essentiels, mais on va le voir, il n'y a pas qu'eux, il y a beaucoup d'autres acteurs politiques, mais bon, je vais sans doute être un petit peu plus rapide et plus concis. La longue étendue de cette période 90-96 se découpe en réalité en 2 temps, une phase pré-constituante et une phase constituante. La phase pré-constituante va de 1990 à 1994. 1994, c'est non seulement la date des élections législatives nationales, multiraciales ou araciales, selon ce que l'on veut dire, et surtout date de l'adoption d'une constitution dite transitoire ou intérimaire. C'est la première séquence. La deuxième séquence va de 1994 à 1996 en perspective de rédaction de la constitution dite définitive, cette fois-ci, celle qui nous intéressera un tout petit peu plus tard.
Quelques mots sur la première phase préconstituante. On l'a appelée surtout la phase des talks about talks, négocier sur les conditions de la négociation. Un préalable nécessaire compte tenu du contexte. Contexte particulièrement violent, qui est impacté par le niveau international dont on a déjà parlé hier, je n'y reviens pas, avec toutes les influences possibles que l'on a déjà fait remarquer, et en Afrique du Sud, un blocage. Le Parti national ne peut pas continuer dans sa perspective de maintien de l'oppression à travers l'apartheid et les aspects sécuritaires, ça coûte énormément cher, et le gouvernement sud-africain est quasiment tout seul maintenant, compte tenu de cette géopolitique internationale changeante, et de l'autre côté, l'ANC n'a pas les moyens de mener une révolution armée ou une révolte armée plus grande. Nelson Mandela et d'autres s'y sont légèrement opposés à un certain nombre de moments, et on préfère engager des discussions. Mais pour engager les discussions, il faut deux partenaires égaux, c'est-à-dire deux partenaires qui se reconnaissent et qui ont envie de discuter ensemble pour avancer dans le même sens, ce qui n'était pas nécessairement gagné d'avance, d'où ces talks about talks. En réalité, ce sont des accords de paix qui sont signés pendant les années 90-91, aboutissant en septembre 91 à un document qui dit, en gros, libération des prisonniers politiques de l'ANC, fin de la lutte armée de l'ANC, même si ça avait déjà été un petit peu entériné quelques temps plus tard, et puis abolition des principales lois de l'apartheid par le gouvernement blanc, qui au passage demeure en place. Il va structurer lui aussi toute cette période, au moins jusqu'en 1994, bien évidemment. De cette première étape va déboucher l'idée qu'il ne peut pas être possible de négocier l'avenir de l'Afrique du Sud qu'entre deux partis, fussent-ils les plus importants, Parti national et ANC. Il faut y associer tous les autres partis politiques, et il y en avait beaucoup, 19 puis 26, dans deux conférences nationales. Là on retrouve un petit peu des configurations à la béninoise, si vous me permettez l'expression, qu'on appelle des CODESA, Conférences démocratiques pour l'Afrique du Sud. La première en décembre 91, la seconde en mai 92. Les deux vont globalement achoper. Il n'y aura pas de résultat tangible, c'est-à-dire pas de perspective pour avancer un petit peu plus loin, mais des points d'accord communs. On va tomber d'accord sur l'idée qu'il faut une constitution transitoire pour arriver à une constitution définitive, qu'il faut peut-être partager le pouvoir pendant un temps, et que la transition va durer justement un temps limité, car pour le Parti national, vous vous en doutez, l'idée c'était de faire durer la transition le plus longtemps possible, de manière à ce que jamais peut-être elle puisse advenir, alors que l'ANC avait une position tout à fait inverse, le transfert immédiat à la population, et donc à la majorité, si on entend démocratie par majorité. L'été 92 est un été particulièrement violent. Plusieurs manifestations sont réprimées dans le sang, 30 morts en juin, une quarantaine de morts en septembre. L'ANC se retire des négociations. On pense que finalement le processus ne va pas fonctionner. Et puis plusieurs responsables politiques de l'ANC et du Parti communiste sud-africain, la personne de Jos Lobo, décident de rédiger une clause, la clause crépuscule, la sunset clause, qui permet en fait à l'ANC de faire une avancée considérable vers le Parti national, vers le gouvernement, en disant on reconnaît en effet un gouvernement d'unité nationale qui va être le symbole du partage du pouvoir, mais pour une durée, deuxième point, limitée à 5 ans. On est en 93, 92, 93, donc 5 ans, ça nous amènerait à 99. Et puis, troisième point, et ça c'était la grande peur des Blancs, et c'est là que l'ANC a fait un pas vers la peur potentielle des Blancs, tout en limitant peut-être un petit peu son envie de transformation, le maintien en place des fonctionnaires blancs dans toute l'administration, avec éventuellement des départs à la retraite et une pension qui viendrait compenser ce départ, le cas échéant, ce qui a posé d'ailleurs aux caisses, à la dimension économique et financière du futur gouvernement, quelques soucis. C'est un point d'accord qui est assez vite repris par le Parti national pour ouvrir sur une ultime période de négociation ouverte à tous les partis, que l'on a appelé le Multi-Party Forum national, qui va permettre de déboucher sur un gouvernement transitionnel qui va en quelque sorte se superposer au gouvernement blanc qui demeure toujours en place. On appelle ça le TEC, le Transitional Executive Council, qui va regrouper 26 représentants de tous les partis politiques pour occuper en quelque sorte l'espace de manière à organiser la toute petite fin
de la phase de transition, c'est-à-dire les élections, c'est-à-dire la mainmise sur les forces de sécurité et sur l'armée, c'est-à-dire aussi organiser l'ensemble de la phase finale de la pacification de la société et de la normalisation de celle-ci, tout en donnant aussi, et ultime décision de ce Conseil transitoire, la date des élections, le 26-27 avril 1994. Enfin, ce Conseil a une ultime tâche, c'est lui qui, de manière très secrète, très peu transparente en tous les cas, va rédiger la Constitution transitoire qui va officier à partir du moment des élections, donc avril 1994, jusqu'à normalement à 5 ans, puisque c'était l'idée qui avait été posée. Ce texte transitoire, je n'entre pas dans les détails, est assez intéressant pour au moins 3 points. 1. Il réorganise administrativement et territorialement l'Afrique du Sud, qui jusque-là était répartie en 4 grandes zones, et là on redécoupe 9 provinces, avec un État central relativement important, même si à ce moment-là, en 1994, on peut considérer qu'on est plutôt dans une formule de quasi-fédéralisme, ce que l'ANC ne veut pas, mais ce que le Parti national, avec ses alliés, était en capacité à ce moment-là, encore une fois, de pouvoir faire valoir. Deuxième intérêt de cette constitution transitoire, elle fonde le nouvel état de droit. Toutes les grandes règles de droit et les institutions qu'on retrouvera dans la constitution définitive sont en germe, peu ou prou, dans ce texte de 1993-94. Et donc, on a les bases d'un état de droit ici fondé. Enfin, et c'est sans doute pas la moindre des choses, c'est le début de la réconciliation qu'organise ce texte. L'article 251, si mes souvenirs sont bons, de cette constitution transitoire, envisage qu'on est dans un passage entre le passé et le présent, mais aussi le présent et l'avenir, et qu'il va falloir, en quelque sorte, se réconcilier en trouvant une vérité, la fameuse commission vérité et réconciliation qui se mettra en place en 1995, pour pouvoir apaiser, pour pouvoir assurer cette catharsis nécessaire pour enfin faire des projets ensemble, ce que les Sud-Africains à cette époque-là n'étaient peut-être pas encore en mesure de pouvoir faire. Enfin, dernière utilité de ce texte transitoire, et ça va m'amener à la deuxième phase, ce texte transitoire, c'est ce qui va guider la rédaction de la Constitution définitive. Et là, pour les constitutionnalistes et les juristes, on se pose un certain nombre de questions. Comment le pouvoir constituant originaire peut-il être guidé, pris par la main par une procédure qui a été rédigée, je le rappelle, par des partis politiques qui n'ont a priori aucune légitimité démocratique, car ils se sont imposés, mais on ne les a pas élus pour rédiger ce texte. D'où la deuxième phase constituante de 1994 à 1996. Les élections à l'Assemblée nationale et à l'époque au Sénat donnent une victoire assez large à l'ANC, et si je précise cela, c'est que dans le texte constitutionnel de 1994, il est prévu qu'il y aura une Assemblée constituante composée de l'Assemblée nationale et du Sénat, regroupant donc en tout 490 membres, 400 à l'Assemblée nationale, 90 au Sénat, qui aura pour charge, comme son nom l'indique, de rédiger la future Constitution. À l'intérieur de cette Assemblée constituante, l'ANC domine, 312 sièges, mais les règles qui vont être posées par cette Constitution sont des règles pour adopter la Constitution à la majorité des 2 tiers. L'ANC toute seule n'a pas la majorité des 2 tiers, donc, et c'est le processus qui va s'engager, il faudra obtenir, on le disait tout à l'heure, des compromis, des consensus, pour certains Sud-Africains, des compromissions peut-être, avec des, on va dire, des réductions par rapport aux volontés ou aux velléités radicales affichées, en tous les cas, par certaines branches de l'ANC. Cette constitution prévoit également un panel d'experts, qui est un panel d'experts constitutionnalistes, sud-africains, n'ayant aucune attache avec les partis politiques et n'étant pas membres de l'Assemblée constituante ni du Parlement. Et donc, ce panel d'experts qui est constitutionnalisé va avoir pour fonction et pour originalité de conseiller l'Assemblée constituante et son président sur les questions qui posent problème. Et on va effectivement avoir au cours du processus un certain nombre de décisions qui vont être arrêtées, des articles qui vont être rédigés, le préambule, etc. Et puis ce qu'on appelle des dispositions litigieuses qui vont poser problème. On en a une vingtaine pendant un moment, une dizaine vers la fin, et puis il y en a 5 ou 6 qui vont être débattus le 6 et 7 mai 1996 pour une adoption de la Constitution le 8 mai 1996. C'est vous dire qu'au tout dernier moment, on a encore discuté. D'autres organes politiques et techniques vont être organisés, notamment 6 comités thématiques à l'intérieur de l'Assemblée constituante. Alors, je ne veux pas vous les détailler, juste un sur l'état démocratique,
l'autre sur la structure du gouvernement, le troisième sur les relations entre les niveaux de gouvernement, le quatrième sur les règles fondamentales, etc., etc. Ces comités thématiques vont être chargés de réceptionner tout ce que la population va renvoyer à l'Assemblée constituante, de gérer un petit peu tout cela, d'en faire des synthèses pour transmettre à un autre comité qui est très important, le comité constitutionnel, qui est lui fort de 44 membres, nommé par l'Assemblée constituante au prorata des résultats électoraux, et qui va être un petit peu l'organe politique essentiel permettant les discussions en comité un petit peu restreint, 44 membres au lieu de 490, pour pouvoir avancer sur les discussions très spécifiques des problèmes litigieux, justement. On le verra, ce comité va même être suppléé sur la fin de l'année 95, début de l'année 96, par des discussions bilatérales ou multilatérales beaucoup moins transparentes, ce qui va jeter d'ailleurs une petite ombre sur le processus, alors qu'il a été jusque-là, on va le voir dans un instant, particulièrement ouvert. Enfin, n'oublions pas qu'en termes d'acteurs, dès 1994, et les élections de 1994 en témoignent, le peuple sud-africain est un acteur du processus constituant. On a tendance à l'oublier. Il est là, il va être vigilant par toutes les structures qui vont être mises en place. Et je pense que de ce point de vue-là, c'est quelque chose d'assez remarquable. Ce qui m'amène au deuxième élément de ma présentation, la réponse: comment on rédige la Constitution en Afrique du Sud, ou plus exactement les spécificités de cette écriture. Alors, deux grandes spécificités, l'une que je reprends tout simplement en ayant reparcouru assidûment les débats de l'Assemblée constituante, qui sont d'ailleurs très riches d'enseignements. On peut dire que le processus a été tout d'abord inclusif, accessible et transparent. Ce sont les trois termes qu'on utilise. On retrouvera ça même dans un petit document qui accompagnera la publication de la Constitution définitive de 1996, le mémorandum d'explication, un peu la motivation en quelque sorte de cette Constitution. On se félicitera de cette accessibilité, de cette inclusivité, de cette transparence. Qu'est-ce que ça veut dire, ces trois termes? Inclusivité, l'idée, et ça a été très rapidement accepté par l'ensemble des forces politiques, c'est que tous les membres de l'Assemblée constituante peuvent participer à tous les comités, et ils peuvent même aussi se rendre dans le pays pour discuter avec les citoyens. L'Assemblée constituante organisant beaucoup d'ateliers, beaucoup de ce qu'on appelle l'éducation à la culture constitutionnelle dont on parlait tout à l'heure. Ça va prendre un long temps, si on peut dire ça, sous cette forme-là. Transparent, ça veut dire que le processus constituant qui se déroule à l'Assemblée constituante va être sous le feu des médias en permanence. Ouverture permanente, les médias pourront y avoir accès, des comptes rendus, des publications régulières, des émissions de télévision, des émissions de radio vont couvrir l'événement. C'est, vous l'avez compris, le moyen en quelque sorte de faire entrer le débat constitutionnel dans la société et la société se l'approprier, ce qui n'était peut-être pas la moindre des choses, car comme dans beaucoup d'autres pays africains, malheureusement, le taux d'analphabétisme et d'illettrisme en Afrique du Sud était à cette époque encore relativement élevé. Comprendre qu'est-ce que l'ingénierie constitutionnelle, qu'est-ce que la technique constitutionnelle, c'était pas non plus quelque chose d'aisé. Ça a été en tous les cas un pari réussi, me semble-t-il, en Afrique du Sud. Enfin, un processus ouvert et accessible. Dès le premier projet de constitution, l'Assemblée constituante va se faire fort de diffuser largement ce projet de constitution. En réalité, il va y en avoir 3 dans un premier temps, qui vont être discutés, qui vont être aménagés. Et cette accessibilité va se faire réellement, puisque en Afrique du Sud, dès 1994, il y a 11 langues officielles reconnues par la Constitution, plus le braille, qui n'est pas une langue officielle, mais on encourage le braille, voire même les langues indigènes, le Khoi et le San, par exemple. Ce qui veut dire que l'Assemblée constituante, mais majoritairement dominée par l'ANC, comme je vous l'ai dit, va diffuser dans les 11 langues l'ensemble des projets constitutionnels pour que les populations fassent des observations. On dit ça en Afrique du Sud que ce sont des soumissions qui sont retournées aux différents comités thématiques, lesquels vont les prendre en compte, les gérer, les résumer et les introduire dans le texte constitutionnel définitif. C'est un processus relativement long, mais qui est très dense en réalité. Il prend fin le 20 février 1996.
date à laquelle l'Assemblée constituante décide de former une nouvelle séance pendant laquelle elle va ajouter au premier projet ou au deuxième les remarques qui ont été formulées par les différents corps de la société. Je vous passe sur le nom, moi je ne vais pas vous abreuver de chiffres très précis, mais on parle de millions hein, de soumissions renvoyées, de copies diffusées par tous les moyens possibles et inimaginables. Et bon, pour avoir suivi cette période particulièrement intense en Afrique du Sud et de manière très précise, il y avait une véritable effervescence constitutionnelle. Faut bien le reconnaître. De cette période qui s'achève donc le 20 février s'ouvre un deuxième temps qui va consister à mettre en place le texte constitutionnel définitif et surtout, à côté du panel d'experts que je vous ai indiqué tout à l'heure, qui était un panel d'experts constitutionnalistes, on va mobiliser des linguistes. On en a parlé hier, je crois, pour rendre le texte appréhendable par tout le monde, ce qui n'est pas tout à fait le cas, hein, puisqu'il y a encore des formules relativement un peu complexes, mais en tous les cas, la volonté de faire venir des linguistes, on appelle ça en Afrique du Sud le plain language, le langage courant, qui va véritablement traduire certains articles, plusieurs notamment de la Déclaration des droits, vont être simplifiés. Le droit à la vie, le droit à avoir de pouvoir créer un syndicat, le droit à un logement, cela va être simplifié dans une lecture accessible à tout le monde avec une visée, là aussi, l'appropriation par les citoyens de ce nouveau document qui, bien évidemment, va être ensuite la base du nouvel État sud-africain. Bon. On peut en effet un petit peu ergoter. C'est un processus qui se veut transparent, qui a été transparent, mais n'y a-t-il pas des limites? Des limites sont en effet soulevées. Beaucoup de communautés n'ont pas été atteintes par la diffusion du texte et par le retour possible, c'est certain. Il y a eu des lacunes dans la manière de présenter, de discuter le texte dans un certain nombre de cas. Et puis, quand il s'est agi un petit peu de discuter très précisément des questions les plus techniques, celles qui posaient problème, une vingtaine en gros à partir du 20 février 1996, là, la transparence s'est légèrement évanouie. On a plutôt préféré à nouveau la modalité précédente, c'est-à-dire des réunions bilatérales, multilatérales entre partis politiques. Et du coup, la population a pu en prendre ombrage sans que ça remette véritablement en cause l'ensemble du processus. Tous les sondages qui ont été publiés à l'issue de l'adoption de la Constitution le 8 mai 1996 témoignent d'une très forte majorité, comment dirais-je, consciente du travail qui a été réalisé et surtout satisfaite du travail qui a été réalisé pour avoir pris enfin connaissance, et oui, ça passe très vite, du travail de l'Assemblée constituante. Mais à côté de cette transparence, cette inclusivité et de cette volonté absolument de faire participer le peuple, il y a quelques éléments de contrainte auxquels je faisais allusion tout à l'heure. Dans la Constitution de 1993, il est indiqué la procédure très précise à suivre pour rédiger la Constitution. C'est l'article 73 de la Constitution qui indique que l'Assemblée constituante va rédiger la Constitution dans un délai de 2 ans, mais en tenant compte dans sa rédaction de 34 principes constitutionnels qui ont été ajoutés à la Constitution transitoire, rédigée par les partis politiques, avec 2 blocs. Les 10 premiers, c'est en quelque sorte des garde-fous pour pas qu'on revienne à l'apartheid, et par contre les 17 autres, plutôt des articles qui pourraient effectivement diluer, réduire en tous les cas la force du pouvoir majoritaire qui serait issu plus tard des élections, en tous les cas de l'ANC quand elle prendra définitivement le pouvoir. Et ces principes constitutionnels alors peuvent s'analyser en termes de juristes comme des principes supra-constitutionnels. Mais peut-on brider le pouvoir constituant originaire? Peut-on lui dire ce qu'il faut faire, là pour le coup presque écrire, et quel chemin suivre? C'est d'ailleurs très intéressant parce que dans les débats de l'Assemblée constituante, il y a un membre de l'Assemblée constituante qui est du Freedom Front, donc de l'extrême droite de l'époque, en Afrique du Sud, qui prend le doyen Oriou à témoin, et qui parle pour une toute petite partie en français, autour de la notion de pouvoir constituant et de pouvoir constitué. C'est assez intéressant à lire, c'est d'ailleurs beaucoup plus facile puisque c'est en français, n'est-ce pas? Mais pour le coup, il a une petite théorie. Puisque la Constitution transitoire indique le chemin à suivre pour l'Assemblée constituante,
Ce n'est pas un pouvoir constituant, l'Assemblée constituante. C'est simplement un pouvoir constituant dérivé. Et donc, on modifie la Constitution précédente et on n'en change pas. C'est pas tout à fait juste de mon point de vue, car l'article de la Constitution en question s'appelle « Adoption de la nouvelle Constitution » et non pas « Révision de l'ancienne ». Bon, vous voyez que les stratégies des acteurs étaient là aussi, étaient en capacité en tous les cas de mobiliser, bien évidemment, un certain nombre d'arguments. Voilà, processus participatif, des contraintes relativement importantes, avec, et ça je crois que c'est important à noter, dans cet article 73, les moyens de dépasser des blocages. Car quand on est dans une situation conflictuelle, soit on arrive à un consensus et on débouche sur un résultat, soit les 2 ou 3 ou 4 ou 10 protagonistes ne s'entendent pas. Et qu'est-ce qu'on fait quand ça ne marche pas? L'Afrique du Sud a prévu ce qu'on appelle un mécanisme de déblocage des impasses pour obliger, sans aucun doute, à trouver des solutions. Et avec un processus en plusieurs étapes, alors je vous passe sur les différents niveaux, mais au bout du compte, il y aurait un référendum. Un référendum à 60%. C'est le score de l'ANC, ce qui voudrait dire que si les partis politiques ne s'entendent pas, si il y a des tensions trop fortes pour trouver une solution constitutionnelle valable pour l'ensemble, eh bien, le référendum pourrait être en fait la constitution de l'ANC. L'ANC ne veut pas entendre de cette piste-là et va tout faire au prix de certains renoncements, me semble-t-il, dans la rédaction de la Constitution. Mais là, on est dans un débat juridico-politique, en quelque sorte, constitutionnalo-politique, si on veut. Il me semble qu'il y a d'autres facteurs qui ont milité, largement importants, tout aussi importants, me semble-t-il, pour faire fonctionner le système. J'en cite juste quelques-uns. La volonté de tous les partis de tenir les délais. On avait 2 ans, ils se sont astreints à tenir ces délais. On aurait pu penser que ça continue, ça n'a pas été le cas. La maturité politique dont a fait preuve l'ensemble des partis politiques, mais aussi du peuple sud-africain, qui a été très vigilant pour que les partis politiques et leurs leaders produisent un résultat au terme de ce qui avait été prévu. Une sorte d'alchimie entre le Parti national, le gouvernement de l'ANC pour le coup, et puis les autres partis, une alchimie qui ne se décide pas par un texte, mais qui se traduit par des rencontres. Les 2 principaux négociateurs, Ramaphosa d'un côté, Meyer ou Wessel de l'autre, sont devenus amis. Bon, l'un est devenu un grand homme d'affaires, mais est aujourd'hui vice-président de l'Afrique du Sud, Ramaphosa. On aurait l'occasion de discuter de son parcours, ça serait assez intéressant. Enfin, on peut noter quand même que dans ce processus, et j'y reviens, parce que je trouve que c'est quand même une des spécificités, le peuple a toujours été présent. Toujours vigilant, par divers moyens. Alors bien sûr, on peut dire on ne prend pas en compte, on peut de toute manière faire plein de choses. Ça veut dire qu'il me reste 5 minutes 2, ah oui. J'avais dit que j'aurais peut-être pas de temps pour la 3e, là je ne vais pas tout à fait trouvé. Mais bon, je vais en dire quand même quelques mots. Bref, on peut dire ce qu'on veut, mais en Afrique du Sud, avec les valeurs sud-africaines, de l'Ubuntu en particulier, et avec la volonté d'aboutir à un consensus pour que la Constitution ne soit pas celle de l'ANC toute seule, mais de l'ensemble des citoyens sud-africains, eh bien, il y a eu une véritable avancée, peut-on dire, et cela a permis d'aboutir à ce résultat, c'est-à-dire ma 3e partie, que je vais très très vite aborder. Autour de 2 axes, mais j'aimerais garder quand même 1 seconde ou 2 secondes pour le 2e axe. Le premier axe, c'est qu'effectivement, la Constitution de 1996 entre complètement dans nos configurations d'aujourd'hui, constitutionnalisme ou néo-constitutionnalisme. Il y a toutes les dimensions, tous les ingrédients. Une constitution norme supérieure, et je vous rappelle qu'avant il y avait bien une constitution, mais ce n'était pas la norme supérieure, c'était la souveraineté parlementaire qui officiait en Afrique du Sud, et donc la constitution n'était qu'un tigre de papier, on s'en fichait un tout petit peu, d'autant que les Noirs n'étaient pas concernés par la constitution de 83 en particulier. Là, c'est la norme supérieure, dont le respect est assuré par la Cour constitutionnelle sud-africaine qui va jouer un rôle considérable dans la stabilité du processus constituant, et ça m'amène à faire une petite incise. Cette Cour constitutionnelle a joué un rôle non négligeable car elle a homologué la Constitution définitive. Elle l'a certifiée au regard des 34 principes dont je parlais tout à l'heure. C'est un rôle là très novateur. Elle n'a eu que cette mission-là. À ma connaissance, il n'y en a pas eu d'autres de cours constitutionnelles qui ont eu à vérifier le travail du pouvoir constituant originaire pour assurer la conformité à 34 principes qui, je le rappelle, ont été rédigés par des partis politiques non élus. Donc vous voyez que le système a été véritablement
je dirais, organisé pour qu'on arrive à une solution au meilleur de l'intérêt de tous, de manière à ce qu'il n'y ait pas de perdants, en tous les cas suffisamment puissants pour que le système déraille en quelque sorte. Donc un État de droit, on appelle ça le Constitutional State en Afrique du Sud, qui fonctionne. La preuve en est aujourd'hui, 20 ans plus tard, presque 20 ans plus tard, la Constitution a été modifiée à une vingtaine de reprises, que sur des aspects très mineurs, pas grand-chose. Ce qui veut dire que le texte, sans aucun doute, reflète bien la société sud-africaine, mais, et c'est mon dernier petit point, mais en revenant à la définition du néoconstitutionnalisme que j'abordais tout à l'heure en introduction, il me semble qu'on peut se poser quand même un certain nombre de questions et que l'apartheid peut-être projette encore une ombre sur la rédaction de cette constitution et sur son contenu. Cette ombre portée, elle peut se décliner à plusieurs niveaux. Tout d'abord, ce n'est pas un État totalement central et fort, même si ça en a la configuration, c'est un État régionalisé qui a été proposé avec une volonté d'autonomie revendiquée d'un côté par les Blancs, afrikaners pour l'essentiel, et les Zoulous de l'autre côté, puisque l'Afrique du Sud correspond à une mosaïque de population et il fallait peut-être aussi tenir compte de cela. Mais l'autonomie revendiquée par les Afrikaners et les Zoulous était telle qu'en fait elle visait plutôt un État fédéral, voire même pour les Afrikaners, à l'intérieur de l'Afrique du Sud, un État blanc, autonome, voire quasi indépendant. Ça n'a jamais abouti, on n'en était pas très loin sous certaines configurations, mais bien évidemment la loi de la majorité a permis de rétablir un petit peu cet équilibre en quelque sorte. Dans la Constitution, on parle de gouvernement coopératif, les trois sphères, nationale, provinciale et municipale, doivent s'assurer d'une complémentarité dans leur fonctionnement et d'un certain respect. Le deuxième élément qui permet quand même de voir aussi cette ombre projetée de l'apartheid, c'est le mode d'élection qui a été retenu. J'en ai pas parlé jusqu'à maintenant, mais le mode d'élection pour les élections nationales, c'est une représentation proportionnelle. Alors bien sûr, c'est très intéressant parce que dans un certain nombre de cas, ça permet à tous les courants d'être représentés, mais en Afrique du Sud, c'était le moyen, puisqu'il n'y avait pas de seuil de représentativité, de limiter la majorité. Et l'ANC y a été favorable, parce qu'elle était dans la perspective d'un consensus, mais du coup, elle n'a pas obtenu la majorité, je vous l'ai dit tout à l'heure, ni à l'Assemblée constituante, ni à l'Assemblée nationale. Elle l'a obtenue un petit peu plus tard. Les dernières élections qui viennent de se tenir début du mois de mai dernier montrent qu'elle est autour de 60%. C'est sa force, mais la proportionnelle y est pour beaucoup. Si elle était dans un scrutin majoritaire, sans aucun doute que ce chiffre serait relativement différent. L'ANC a montré sa tolérance, elle n'a jamais voulu changer ce mode de scrutin. Ce qui veut bien dire que même si elle a été contrainte d'adopter ce mode de scrutin, finalement il lui convient, et pour cause, elle est majoritaire dans tous les organes, y compris dans les provinces, puisqu'elle dirige 8 des 9 provinces. Dernier petit point, la déclaration des droits. Alors je ne vais pas être très long sur la déclaration des droits, mais juste prendre un article. L'article 25 de la déclaration des droits, c'est l'article sur le droit de propriété. Toute la déclaration est assez intéressante et elle pose une question, mais cet article 25 en pose une supplémentaire. La question globale de la déclaration des droits, est-ce que ce texte qui a été rédigé et posé comme chapitre 2 de la Constitution n'est-il pas finalement un moyen d'assurer une certaine forme de conservatisme, c'est-à-dire que les Blancs puissent maintenir leurs privilèges au détriment de l'arme d'émancipation qu'une déclaration des droits pourrait être là à l'égard des Noirs. Dit autrement, est-ce que la déclaration des droits peut être opposable seulement à l'État afin d'en limiter l'interventionnisme éventuel, et dans ce pays-là, avec les ressources dont ce pays compte, il est peut-être en effet intéressant de pouvoir prendre des décisions qui permettent une certaine forme d'interventionnisme, ou alors est-ce que la déclaration des droits doit être un instrument de redistribution? Se posent des questions ici fondamentales. Et sur le droit de propriété, par exemple, sur le droit de propriété, il est indiqué, ce n'est pas la formulation qui pose problème, le droit de propriété est posé. Mais le droit de propriété ici limite les expropriations possibles, notamment au regard de l'histoire de l'Afrique du Sud, puisque pour l'essentiel de l'appropriation par les Blancs des terres, cela a été le fait de l'histoire coloniale et de l'apartheid. Et ne pas prendre en compte cette dimension historique, cela veut dire tout simplement geler la situation sociale. On fait comme s'il n'y avait pas d'histoire, on en a parlé tout à l'heure. L'Afrique du Sud, comme tous les autres pays africains, ont une histoire
bien évidemment. Et ne pas prendre en compte cette histoire, c'est ne pas prendre en compte les réalités sociétales et sociales de l'Afrique du Sud, et donc, pour se projeter dans l'avenir, continuer à permettre à ce qu'il y ait à l'intérieur de la structure sociologique sud-africaine une asymétrie entre ceux qui ont été marginalisés, je dirais spoliés par la colonisation et exploités par l'apartheid, sans leur donner la possibilité de pouvoir, d'une manière ou d'une autre, récupérer un certain nombre de ces droits, c'est-à-dire ici la transformation socio-économique souhaitée, je le rappelle, par l'ANC. Puisque dès le départ, dès 1994, il était très clair dans la bouche des principaux leaders sud-africains, y compris Nelson Mandela, que la Constitution devait permettre non seulement la réconciliation, mais la transformation sociale. La transformation sociale, c'est peut-être ce qu'en fera l'ANC, ce qu'en n'a pas fait l'ANC. Là, je fais un tout petit pont, parce que vous le savez peut-être, à Dijon, et le Credespo encore, va organiser à la fin du mois de septembre prochain un colloque sur l'Afrique du Sud, au regard de 20 ans de démocratie à travers les mouvements sociaux. Je ne pouvais pas trouver meilleure conclusion. Merci. Alors, 5 minutes de débat.